La soirée européenne tant attendue est enfin arrivée ce samedi 31 mai 2025. Tous les regards seront rivés vers l'Allemagne, le pays qui va abriter la finale de l'édition, la 70e édition de l'UEFA Champions League, dont le coup d'envoi sera donné dans quelques instants sur WAB Info Télévision. Un plateau spécial vous est proposé pour débattre autour, bien sûr, de ces matchs qui opposent l'équipe du Paris Saint-Germain à la formation de l'Inter Milan. Que peut-on retenir de ces deux formations? Quelles sont les forces en présence? Quelle équipe est légèrement en avance par rapport à l'autre? On va revenir sur tous ces détails dans ce plateau spécial WAB Info Télévision. Bienvenue. Et pour en discuter, je suis avec Gaëtan Kombi. Gaëtan, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Richard, bonjour à tous les abonnés de WAB Info. On a presque commencé ces longs voyages de l'UEFA Champions League et on est heureux de les terminer ensemble avec vous. D'abord, ça vous fait quoi de terminer l'UEFA Champions League sur WAB Info Télévision? C'est une grosse fierté pour moi et surtout de cet espace que vous m'avez donné de partager, disons discuter de la plus prestigieuse compétition interclub avec les milliers d'abonnés qui nous suivent sur WAB Info. Donc j'en suis très fier et très flatté. La 70e coupe aux grandes oreilles sera remise dans quelques instants, soit à l'Inter Milan ou au Paris Saint-Germain sûrement, mais quand même, il faut planter les décors tout en précisant que le Paris Saint-Germain, c'est un club quand même qui a été fondé en 1970, c'est 55 ans d'existence seulement pour 117 ans d'existence pour l'équipe de l'Inter Milan, fondée un certain 9 mars 1908 exactement. Ça veut dire d'un côté il y a un doyen, de l'autre il y a quand même presque un novice. Bon, pas un novice, mais un club qui n'est pas trop expérimenté, même si ces dernières années, le Paris Saint-Germain a aligné quand même des performances, également des participations en UEFA Champions League. Mais il faut quand même le dire, le Paris Saint-Germain, à l'époque, ce n'était pas la plus grosse équipe de France, moins encore au niveau européen. Justement, juste avant l'arrivée de Qatari, Paris Saint-Germain, c'était en tout cas dans les top 4, peut-être la 4e équipe française, parce qu'il y avait Marseille, Lyon, Monaco qui avaient déjà brillé dans des compétitions internationales depuis bien avant. Mais cette différence-là, en termes d'écart au niveau de la naissance, de la création de deux clubs, est aussi révélatrice de la force des deux clubs sur l'échiquier continental en parlant de l'Europe, parce que l'Inter, c'est une équipe qui n'est pas née de la dernière pluie en Europe, qui avait déjà glané beaucoup de trophées européens, différemment du Paris Saint-Germain qui, à mon sens, est quand même cette équipe-là qui commence maintenant à titiller l'Europe, à jouer les premiers plans, les premiers rôles en Europe. Donc, c'est là aussi vous peut jouer en termes d'expérience entre les deux clubs. Donc, c'est 55 ans d'existence pour le PSG contre 117 ans d'existence pour l'équipe de l'Inter Milan. Donc, c'est vrai, on peut se poser, s'interroger par rapport à l'absence de trophées dans les différentes vitrines du Paris Saint-Germain. Mais la réponse est claire. Le PSG, c'est quand même un des clubs dernièrement fondés par rapport à d'autres clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone et bien d'autres équipes. Ça, c'était juste une mise en bouche. Mais déjà, par rapport au match de tout à l'heure, les statisticiens au niveau européen estiment que c'est le Paris Saint-Germain qui est d'un cran en avance par rapport, évidemment, à l'équipe de l'Inter Milan. C'est 44% des victoires, des probabilités de victoire pour le Paris Saint-Germain, 28% des probabilités de victoire, des prolongations, bien sûr, pour les deux équipes, et 28% des probabilités de victoire pour l'Inter Milan. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres? Ouais, loin de là, je ne suis pas d'accord avec ces chiffres. Oui, bien sûr, on dit qu'il y a des logiciels aujourd'hui qui sont suffisamment intelligents pour produire ce genre de chiffres, mais moi, je suis en total désaccord avec ces chiffres. En fait, c'est révélateur aussi du statut que l'on accorde à l'Inter, parce que l'Inter, c'est un club un peu sous-coté, à mon avis, en Europe.
Personne d'ailleurs ne l'attendait à ces niveaux de la compétition. Pourtant, et c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est l'équipe qui fait la meilleure de compétition, le meilleur parcours en compétition européenne, c'est seulement une seule défaite. Le PSG, c'est 5 défaites, je crois, cette saison en Ligue des Champions. Donc, je ne vois pas d'où viennent ces chiffres-là, surtout que l'Inter a quand même sorti les gros. Le Bayern, le Barça, c'était les deux ultra favoris de cette Ligue des Champions. Donc, moi, je ne comprends pas d'où viennent ces chiffres-là. Voilà pourquoi moi, je suis en total désaccord avec. C'est de votre droit, d'ailleurs, d'être en accord ou en désaccord, mais on a parlé quand même des probabilités. Mais comme l'écart semble être très grand, trop grand. Justement, trop grand. Autant je ne comprends pas le fait que l'on mette Paris au-dessus de l'Inter, autant je ne comprends pas non plus cet écart-là. Surtout lorsqu'on voit la force de l'équipe comme l'Inter par rapport à ce qui peut ressembler à quelques éléments, parce que ça arrive au PSG. L'Inter, cette saison, c'est une équipe qui a quand même démontré qu'elle était plus robuste que le Paris Saint-Germain, notamment en termes de gestion des matchs. Donc moi, je ne comprends pas du tout et je n'ai pas peur de le dire que je suis en total désaccord avec ces chiffres-là. Et le match de tout à l'heure, c'est également une opposition des styles, presque deux logiciels tactiques un peu différents. Je peux même le dire, emmené de l'autre côté, du côté par exemple interiste par Simone Inzaghi, cet ancien joueur très connu. Il a évolué notamment en faveur de l'Atalanta Bergame avant de raccrocher ses crampons. Mais quand même, il fut un attaquant. Mais au vu de ce qu'il produit sur le plan tactique, on se rend compte qu'il est plus dans l'idéologie, dans la philosophie italienne. Catenaccio, comme on le dit, un attaquant qui beaucoup plus mise sur un bloc si pas médian, c'est beaucoup plus un peu bas. Ben justement, Inzaghi est venu un peu, il s'est inscrit dans la continuité de ce que faisait déjà avec succès d'ailleurs Antonio Conte, parce que lorsque Conte arrive à l'Inter, c'est ce qu'il met en place. On sait que c'est un entraîneur qui est trop amoureux des schémas défensifs, de l'animation défensive. Inzaghi est venu un peu s'inscrire dans la continuité de ce que faisait Conte, c'est-à-dire 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et 2 attaquants devant. Donc, il a trouvé quelque chose qui marchait déjà avec Conte et il a juste, voilà, amené d'autres joueurs, d'autres souffles, mais déjà l'animation défensive était très prolifique au niveau de l'Inter et ça faisait gagner l'Inter et donc il est venu un peu s'inscrire dans la continuité. Je ne sais pas s'il est de la même école que Conte, parce que comme on venait de le dire, Conte c'était plus un défenseur lorsqu'il jouait encore au football. Inzaghi c'était un attaquant. On peut être étonné de voir qu'il y a un attaquant mise beaucoup plus sur l'animation défensive, mais on voit que ça marche. Mais visiblement, tous les deux sont de l'école italienne, parce qu'en Italie, c'est beaucoup plus l'animation défensive, tout par de là, parce que les Italiens estiment ou pensent que si on est bien en place défensivement, on peut un tout petit peu titiller les adversaires offensivement en se lançant dans des contre-attaques. Ça a été la force de l'Inter, notamment face au FC Barcelone. Justement, c'est un peu ça l'école italienne. C'est l'école italienne, mais on espérait qu'avec la nouvelle génération, parce que on se rend compte que la nouvelle génération... c'est 49 ans. C'est 49 ans seulement. On savait qu'avec la nouvelle génération... Je pense qu'il a quelques années seulement en plus par rapport à Cristiano Ronaldo, qui est toujours actif jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Donc, on pensait qu'avec la nouvelle génération, la donne allait changer, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on montre aux gens, c'est que le football, il est d'abord offensif. Les Italiens ont su garder cette tradition-là de se dire, pour bien gagner, il faut d'abord la fondation. Et la fondation, c'est la défense. On est heureux de savoir que ce football-là, qui a tant fait rêver par le passé, est toujours aujourd'hui expérimenté et ça permet aussi de gagner à des équipes. Donc, moi, je suis très flatté. Moi, à mon avis, moi, je pense que le football, c'est d'abord la défense. Lorsque vous défendez très bien, vous avez plus de chances de gagner que lorsque vous attaquez d'abord très bien. On l'a vu avec le Barça face à l'Inter, que finalement, c'est celui qui défendait mieux qui a gagné, même si le Barça en a mis 6, je crois, à l'Inter sur les 2 matchs. Mais quand même, l'Inter, si ce n'était pas cette défense-là, je pense, face au Barça, je pense que ça allait être encore plus lourd pour l'Inter. Donc, moi, je suis flatté de voir que ce football-là, italien, cette tradition italienne-là, continue à être perpétué par les entraîneurs de la nouvelle génération. Je précise que le coup d'envoi de cette explication, cette finale qui oppose le Paris Saint-Germain à l'Inter Milan sera donné dans quelques instants à partir de 19h GMT à l'Allianz Arena. Nous sommes en Allemagne, plus exactement. L'Allianz Arena, ça reste le stade mythique du Bayern Munich. Le Bavarois
aimeraient peut-être évoluer à domicile dans leur stade. En finale, ce n'est pas le cas. Forcément, on a parlé de Inzaghi, 49 ans, ancien attaquant de l'Atalanta Bergame notamment, également ancien sélectionneur d'Italie, à qui fait face à son grand frère. De l'autre côté, c'est Luis Enrique. Lui, il est quand même espagnol, c'est quand même quelqu'un dont les logiciels ressemblent parfaitement à l'idéologie, à la philosophie du FC Barcelone. Parce que déjà, à Luis Enrique, il est à la fois ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone. Il a évolué sous les deux couleurs, ce qui est très rare. L'homme de 55 ans, pour lui, c'est le football champagne, comme on le dit. Justement, on dit souvent que les équipes ressemblent à leurs entraîneurs. Pour les grands entraîneurs, lorsqu'ils arrivent dans des équipes, leur premier challenge, c'est d'imposer leur style, et Luis Enrique est en train de le faire assez parfaitement. On sait que c'est quelqu'un qui a joué certes pour le Real et pour le Barça, mais c'est quelqu'un qui a longtemps été biberonné par le football du Barça. D'ailleurs, qui a entraîné le Barça, il a gagné avec le Barça. Donc, il est venu au PSG, il a rencontré une équipe truffée d'individualités, à la fois Mbappé, Messi, Neymar, une équipe qui avait une autre politique pour gagner, une politique qui était bâtie sur des grosses individualités, des grosses stars. Lui, il est venu, il a si insufflé un autre, comment dirais-je, une autre politique au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire on mise d'abord sur les collectifs, et aujourd'hui on se rend compte que ça marche très bien. Tel que je le disais dans les précédentes émissions, aujourd'hui le PSG est en train d'expérimenter une autre politique, parce que auparavant ils misaient sur des grosses stars, Beckham, Messi, Neymar. À la fois ils sont partis chercher ils ont failli même signer Ronaldo. Donc ils pensaient, les Qataris, dans leur idéologie, que pour gagner il fallait miser sur des gros cylindrés. Mais aujourd'hui ils sont en train d'expérimenter une autre politique, une politique qui mise sur les collectifs et la jeunesse. On se rend compte que ils sont à quelques pas de gagner avec cette nouvelle politique. Donc, deux logiciels tactiques diamétralement opposés. Justement, ça sera une véritable opposition des styles. Et ce qui fera de cette finale encore un peu plus particulière, un peu plus intéressante. De toutes les façons, il faut les noter, les deux formations s'affrontent. Il y a un trophée qui est en jeu, mais il n'y a pas que le trophée qui est mis en jeu, parce que le vainqueur de cette explication aura droit quand même à 10,5 millions d'euros mis en jeu par l'UEFA. Justement, lorsqu'on parle de 10,5 millions, on peut estimer que c'est un peu... C'est un pactole. Bah oui, c'est un pactole, mais on peut se dire, non, mais 10,5 millions pour ces équipes qui font des transferts de folie à la hauteur de 100, 120 millions, on peut se dire que c'est peu, mais quand même, on sait que c'est une enveloppe assez consistante, bien que, à mon avis, c'est plus le prestige qui passe avant tout. Mais quand même, 10,5 millions, c'est pas rien. Oui, mais en dehors de ces 10,5 millions, les vainqueurs aura quand même le droit de jouer la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, d'ailleurs, à qui a pu remporter la Ligue Europa. Et de ce côté-là, il y a également 6,5 millions qui sont mis en jeu par également l'UEFA. Ça fait pratiquement 17 millions. Mais justement, vous gardez à votre position. Oui, je garde ma position, parce qu'aujourd'hui, avec le football, il a changé. C'est une discipline où on injecte beaucoup d'argent, mais moi, je ne vois pas avec quoi. Non, les 6,5 millions, c'est pour la prime des victoires, mais également, il y a 4 millions qui sont mis en jeu pour la Super Coupe d'Europe. Donc, c'est plus de 20 millions mis en jeu. Oui, ce qui me fait dire ça, c'est qu'aujourd'hui, avec 20 millions... Mais c'est bien beau d'en parler, 20 millions. Oui, justement, pour ces équipes-là, avec 20 millions aujourd'hui, vous ne achetez pas un seul joueur de qualité, par exemple. Non, en fait, je parle plus des récompenses en termes de chiffres, en termes d'argent, dont les joueurs pourront être bénéficiaires. Ah, justement, là, ça devient encore un peu plus intéressant. Mais moi, je pense que c'est plus le prestige qui passe devant. Le prestige d'être champion d'Europe, le prestige de pouvoir jouer la Super Coupe d'Europe, d'être super champion d'Europe, plus que l'enveloppe à gagner pour ces matchs. Et aussi, c'est prestigieux de succéder au Real Madrid. 15 fois vainqueur de l'épreuve. Ça sera encore plus prestigieux si le PSG les gagnait, parce que ça fait 55 ans que les clubs courent derrière cette compétition. Et d'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a une grosse rivalité avec Marseille, c'est parce que Paris n'a pas encore gagné une seule compétition européenne. On sait qu'il y a quelques années, ils étaient en finale, notamment lors du Final 8. Ils ont perdu en finale contre le Bayern. Donc, ça serait encore plus prestigieux pour le Paris Saint-Germain
de finalement pouvoir gagner cette compétition après 55 ans, que pour l'Inter, qui en a déjà gagné 3, je pense. Voilà, donc si c'est prestigieux, beaucoup plus pour l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est le cas aussi pour l'Inter Milan. Peut-être la fréquence n'est pas la même parce que l'Inter Milan, comme on l'a dit, c'est 3 fois vainqueur de l'épreuve, 3 trophées glanés en 64, en 65 également et en 2010 avec Samuel Eto'o notamment et bien d'autres joueurs qui ont pu concourir à ces sacres-là. Les interistes connaissent comment on soulève la coupe aux grandes oreilles. On espère que côté Paris Saint-Germain, il faut assez d'exercice. Justement, donc, et ils savent comment gagner, bien qu'ils ont perdu tout récemment une finale de Ligue des Champions. Mais si vous essayez un peu de voir les trous noirs qu'il y a entre 65 et 2010, vous vous rendez compte que c'est une équipe qui a aussi passé des moments de disettes incroyables. Et si vous essayez un peu de mettre 2010 jusqu'à maintenant, ça fait aussi pas mal de temps de disette. Donc l'Inter 15 ans quasiment de disette. Donc on peut dire que l'Inter est plus expérimenté en termes de finale de Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain, mais c'est une équipe qui a aussi prouvé dans les temps qu'elle pouvait connaître des moments de disette un peu importants. Maintenant, s'il faut parler du Paris Saint-Germain, parce que bien sûr, il y a beaucoup de bruit depuis un moment en France. On se croit déjà vainqueur de cette édition. Après, apparemment, c'est la malédiction qui est vaincue par les Parisiens. Les médias en parlent, les supporters semblent être vraiment agités, ils sont concentrés, déterminés. Et ils sont... Apparemment, il y a même des espaces aménagés au niveau de la Tour Eiffel. La fête a déjà commencé avant le sacre. Mais oui, c'est le constat que vous faites également. Oui, justement, moi je pense que la fête, cet engouement-là, cette certitude-là de se dire déjà champion d'Europe qui est développé aujourd'hui au Paris Saint-Germain est liée à 2 choses. Parce qu'eux, ils se disent qu'ils ont déjà fait les plis durs. Les plis durs, c'est quoi? C'est d'éliminer Liverpool, qui était la meilleure équipe d'Europe lorsque Paris l'élimine, d'éliminer Arsenal, qui jouait aussi très bien, et de croiser surtout un outsider en finale. Parce que moi, je pense que si c'était le Barça en finale, ou le Real en finale, la rhétorique allait être autre que celle qui est développée aujourd'hui à Paris, où ils se disent, bah, c'est l'Inter, c'est une équipe battable, bien que moi, je ne pense pas que l'Inter soit si battable que ça. Et que donc, ils se disent que comme nous avons fait les plus durs tout au long de la compétition, et que nous croisons un outsider en finale, nous pouvons déjà nous dire être champion. Pourtant, à mon avis, ces ailes-là est un peu précipité, à l'image de ce que sont les fans du Paris Saint-Germain depuis des années. Et c'est ça d'ailleurs ma question, ils n'ont pas suffisamment, n'ont-ils pas suffisamment appris de leurs erreurs du passé? Parce qu'on a quand même vu à un moment, ils ont même écrit sur leur bus We are champions, tout ça, avant même de remporter les trophées. Justement, tel que je viens de le dire, c'est à l'image de ce que sont les supporters du Paris Saint-Germain. Et malheureusement, au lieu que ces ailes-là se transforment en énergie positive pour leurs joueurs, c'est une pression supplémentaire qu'ils mettent sur un effectif trop jeune. Sur un effectif trop jeune, comme venait de le dire. Des joueurs comme Désiré Doué, c'est pour la première fois. Lorsque ces joueurs-là arrivent sur le terrain, vous vous rendez compte qu'ils ont une pression supplémentaire qui devient de plus en plus toxique et ils ne savent pas comment gérer ces genres de matchs-là. Vous vous rappelez, lorsque je disais ici que je préfère voir le PSG aborder un match en posture défavorable que de l'aborder en posture favorable, parce que le PSG par le passé, il a montré qu'il avait du mal à gérer ce genre de pression et que donc lorsque leurs supporters viennent avec un tel zèle face à une équipe de l'Inter qui viendra en posture de l'équipe à battre, ça sera très compliqué. Ce sera très compliqué, bien sûr. Et on a essayé un tout petit peu d'établir une certaine comparaison en termes d'effectifs. Et on n'a pas froid aux yeux lorsqu'on conclut que d'un côté, c'est l'expérience qui va beaucoup plus primer, et de l'autre, c'est la jeunesse. Le côté interiste, c'est l'expérience. Il y a quand même des joueurs d'énormes talents, mais qui, en plus, ont une certaine expérience de disputer cette compétition. Ça fait plusieurs années qu'on voit quand même des joueurs comme Lautaro Martinez et bien d'autres joueurs quand même jouer la Ligue des Champions jusqu'à quand même à des phases importantes. Pendant ces temps, côté Paris Saint-Germain, ce sont comme des jeunes gens à qui, pour la plupart, découvrent l'UEFA Champions League et qui, peut-être à plus de 50%,
plus de 70 ou je ne sais pas même 80% vont jouer à la Ligue des Champions, la finale pour la première fois de leur histoire. Oui, et côté Inter, vous l'avez assez bien mentionné, côté Inter, c'est l'expérience, mais aussi le vécu. Parce que si vous essayez un peu de voir les 11 titulaires, les 11 types éventuels titulaires. Éventuels titulaires. Moi, je pense que si tous sont en bonne santé, ils seront titulaires. Les mêmes qui ont joué contre le Barça. Sur les 11, il y en a seulement 3 qui n'étaient pas là il y a 2 ans en finale de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que Bissek, le gardien Yann Sommer et Marcus Thuram. C'est seulement ces 3-là qui n'étaient pas déjà là à la dernière finale de la Ligue des Champions. Contrairement au Paris Saint-Germain, je ne sais pas, peut-être Marquinhos, c'est les seuls survivants de la dernière finale de la Ligue des Champions disputée par le Paris Saint-Germain. Donc, si vous essayez un peu d'établir cette différence-là, vous vous rendez compte qu'en termes d'expérience, de vécu, l'Inter est largement au-dessus par rapport au PSG. Et selon vous, peut-on parler d'un piège pour le Paris Saint-Germain d'affronter l'Inter que d'affronter par exemple le Barça ou le Real Madrid? Moi, je l'avais dit d'ailleurs ici, l'équipe dont j'ai redouté la force dans ces derniers carrés de la compétition, c'était l'Inter. Parce qu'au-delà d'avoir des joueurs expérimentés, comme vous venez de le dire, c'est un collectif très fort. C'est surtout aussi une équipe, et c'est là que moi je me dis que le Paris Saint-Germain aura beaucoup du mal. C'est une équipe qui sait gérer les temps forts et les temps faibles. C'est une équipe qui ne flanche pas dans les temps faibles, bien que face au Barça, la deuxième période fut catastrophique. Mais ils ont quand même trouvé des ressources, surtout mentales, parce que déjà, ils étaient presque éliminés à 2 minutes du terme. Mais on a vu tous les joueurs se mobiliser. Ils étaient sûrs que c'était possible quand même de renverser les Barça. Ils l'ont fait. C'est ce que je suis en train de dire. Ils ne flanchent pas totalement dans leur temps faible. Contrairement à Paris Saint-Germain, j'ai vu le PSG se faire complètement éclater pendant 30 minutes par Aston Villa. J'ai vu l'équipe était sous terre. La deuxième période face à Arsenal, ils se sont fait encore éclater. Or, la force de l'Inter, c'est effectivement ça. Ils peuvent se faire marcher dessus pendant quelques minutes et après, ils vont trouver les ressources nécessaires, notamment sur les bancs pour descendre. Donc, cela me dit que c'est plus qu'un piège pour le PSG. Moi, je pense que le PSG rencontre en finale la plus effrayante des équipes qui étaient dans cette Ligue des Champions. Tout compte fait, vous pensez que c'est du 50-50, 51-49 pour le Paris Saint-Germain ou c'est l'Inter qui, pour vous, paraît un peu favori? Moi, j'aimais du 60-40 pour l'Inter, pour les raisons que je viens de vous donner. Donc, pour gestion vous, il faut que les supporters parisiens se calment. Mais oui, justement, ces ailes-là est injustifiée, à mon avis, parce que, à mon avis, si vous essayez un peu de combiner tous ces facteurs-là, dont je venais de revenir sur ces facteurs-là, la gestion des matchs, parce qu'aujourd'hui, c'est 90 minutes, il n'y a pas un aller, un retour, c'est 90 minutes, là, il faut savoir gérer les temps, l'expérience, les vécus, et surtout, les coups de pied arrêtés. L'Inter, c'est la force absolue sur ces faits de jeu-là, les coups de pied arrêtés. Pourtant, le PSG, c'est sa faiblesse, c'est son tendon d'Achille. La défense parisienne ne sait pas gérer les coups de pied arrêtés. Pourtant, c'est la force de l'Inter. Donc ça, là aussi, ça peut faire mouche. Et qui dit finale également, dit gardien de but. Les deux gardiens sont en point. On a vu Sommer au sommet de son art face au FC Barcelone. Pendant ce temps, Donnarumma également a prouvé de quoi il est capable sur ce point. Les deux équipes sont un peu tranquilles, même si on peut quand même le dire, c'est la finale. Peut-être qu'il y aurait un ascendant émotionnel. Bon, voilà. On sait tous qu'il est des traditions, qu'on se dise qu'on ne peut pas gagner la Ligue des Champions sans grand gardien, à moins qu'on soit le Barça de Guardiola, qui gagnait avec Victor Valdés, qui gagnait avec Pinto, ou le Manchester City de Guardiola aussi, qui gagnait avec Ederson. Ce ne sont pas des très grands gardiens, mais quand même, tellement le collectif, il était très fort. Ce sont des équipes qui arrivaient à écraser leurs adversaires totalement, qu'ils arrivaient à gagner sans grand gardien. Mais aujourd'hui, il est des traditions que vous ne pouvez pas gagner une finale de Ligue des Champions sans grand gardien. On l'a vu par le passé, que ce soit le Real avec Courtois, que ce soit d'autres équipes qui ont aussi gagné, ils avaient toujours un très grand gardien. Donc ces deux gardiens-là,
À mon avis, s'ils sont à ce niveau de la compétition, c'est parce qu'ils ont abattu un boulot des titans. Et là, puisqu'on est en train de terminer ce plateau spécial consacré à la finale de l'UEFA Champions League, la 70e édition de l'épreuve, parlons quand même de ces deux joueurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un match dans les matchs pour Ousmane Dembélé d'un côté, il est bien pointé pour remporter le ballon d'or? Peut-être c'est aujourd'hui ou jamais plutôt pour cet attaquant vedette du Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, Lautaro Martinez qui, à plusieurs reprises, a pu courir derrière ces ballons d'or sans succès. C'est un match, justement, ce sont deux joueurs, deux leaders offensifs de leurs équipes, mais également deux leaders absolus de leurs équipes. Ce sont eux qui vont porter leurs équipes. D'un côté, Ousmane Dembélé, j'ai toujours douté, de la régularité de Dembélé pendant les saisons précédentes, mais cette saison, il est en train de nous offrir quelque chose d'assez spécial qu'on n'attendait pas de lui, c'est-à-dire qu'il est devenu régulier, notamment dans les grands matchs. Lautaro, ça a toujours été le cas, c'est un mec très sous-coté qui fait d'énormes choses du côté de l'Inter et qui a d'ailleurs joué face au Barça avec seulement un pied parce qu'il aurait dû ne pas jouer ces matchs-là et qui a fait un gros match. Il a été reposé pendant quand même quelques jours au niveau de Calcio Serie A. Il est de retour un peu plus frais. Je l'ai même suivi dans ses interventions. Il pense qu'il a déjà retrouvé ses sensations et lorsque Lautaro est à ses deux pieds, il est toujours mordant. Il est mordant. C'est quelqu'un qui a pendant longtemps... Moi, j'aime parce qu'il sait s'adapter aux attaquants qui arrivent parce qu'avant, il faisait les mêmes rôles qu'il joue derrière, c'est-à-dire le deuxième attaquant avec Thuram, il les jouait déjà avec Lukaku. Donc, il arrive à bonifier tous les attaquants qui arrivent à jouer avec lui. Et que donc, c'est un joueur... Moi, je pense que si la Calcio Serie A était surmédiatisée comme la Première Ligue, comme la Liga, moi, je pense qu'on aurait une autre conception de ces joueurs-là qui est exceptionnelle à mon avis et dont il faudrait que l'on mette au strapontin parce que c'est un joueur qui est brillantissime à la fois en club et en sélection. Ce n'est jamais évident. On voit beaucoup de joueurs comme Vinicius qui arrivent à surnager dans le club, mais en sélection, ils sont un tout petit peu fantomatiques. Mais lui, Lautaro Martinez, c'est pas que je suis en train de faire sa publicité pour qu'il soit... que vous n'êtes pas parmi les votants. C'est ça. J'aurais aimé, mais si j'étais parmi les votants, s'il m'était demandé de voter en Dembélé et Lautaro, moi, je mettrais un peu Lautaro dessus. Mais déjà, il faut aussi les noter que Lautaro n'est pas trop cité parmi les favoris. On parle plus de Pedri, Dembélé, Rafinha et bien d'autres joueurs. Est-ce aujourd'hui la donne ne risquerait pas de changer en cas de sacre de l'Inter? Justement, si l'un entre Lautaro et Dembélé sort les matchs que Yamal sort face à l'Inter en demi-finale, bah, on se dira avec un sacre au passage, qui plus est, on se dira tous que voilà, on sera unanime, bien qu'il y a la Coupe du Monde de clubs qui va jouer. Moi, j'ai doute de l'influence que peut avoir la Coupe du Monde de clubs. Malgré la nouvelle version. Justement, malgré la nouvelle version. C'est un championnat pratiquement. J'ai doute de l'influence que pourrait avoir la Coupe du Monde de clubs sur les choix du gagnant au Ballon d'Or, moins encore de la Ligue des Nations. Moi, je pense que ça va se décider aujourd'hui. Si Dembélé nous sort le match que sort Yamal en demi-finale de la Ligue des Champions et il gagne la Ligue des Champions, moi, je pense que ça sera carré, ça sera définitivement scellé. Si Lautaro Martinez sort aussi ces genres de matchs-là, on se dira que voilà, on a notre Ballon d'Or. Il faut finir en apothéose pour ces deux équipes, quoi qu'il en soit. À ces matchs, quand même, on nous réserve beaucoup de surprises, beaucoup de suspense. Ce n'est pas également exclu qu'on aille jusqu'au bout, l'étape de prolongation et la fatidique épreuve des tirs au but. Ah ouais. Et sur ce point, les deux équipes ont quand même des gardiens qui sont quand même bien lotis. Ils ont quand même assez de compétences. Justement, bien que Donnarumma au tir au but, il est plus sûr que Yann Sommer parce que c'est sa spécialité, les phases de tir au but. Donc, moi, c'est également une loterie, comme on le dit. On a vu la RDC éliminer l'Égypte avec Gabaski au passage. Donc, ça veut dire les tirs au but sont toujours une loterie. Et on espère bien qu'on pourra peut-être assister à un très bon match. Et surtout la bataille du milieu de terrain. Parce que c'est énorme. On s'est dit que les milieux de terrain, les trois
du PSG sont exceptionnels. C'est les meilleurs milieux au monde. Fabien Ruiz, Neves et Vitinha, on se dit que ce sont les meilleurs au monde, mais il faut aussi parler de ces trios du milieu de terrain de l'Inter Milan qui certes n'est pas éblouissant comme celui du PSG, parce qu'on parle de Mkhitaryan, un vieillissant, un joueur qui n'a jamais été cité dans des grands salons. Barella, c'est encore plus sûr et plus cité, mais également qui a Hakan Çalhanoğlu. Donc ce ne sont pas des joueurs qui sont très cités dans des grands salons, mais ce sont des joueurs sûrs et qui étaient surtout là déjà lors de la dernière finale où l'Inter avait gagné à la possession face à Manchester City. C'est qui est surprenant. Il faudrait aussi essayer un peu de surveiller ces combats du milieu. En plus, c'était Manchester City. Cette saison, on connaît ce qu'est Manchester City, de la saison finissante qui est en train de prendre fin. Mais quoi qu'il en soit, quand même, ce sera un match hyper disputé entre deux équipes dont les ambitions sont claires. Il faut à tout prix l'emporter au coup des sifflets final. Paris Saint-Germain contre Inter Milan, c'est ce choc qui, en tout cas, pourra décider sur l'essor aussi bien des uns que des autres, que le meilleur l'emporte. Mais déjà, en Égypte, dernièrement, j'ai eu une discussion enrichissante avec les sélectionneurs du Maroc de moins de 20 ans. Mohamed, il dit que pour lui, il n'a jamais été d'accord avec ceux qui estiment, d'ailleurs, comme ça s'est dit, une finale ne se joue pas, mais elle se gagne. Lui, il pense que pour une finale, il faut quand même aussi du beau jeu. Non, mais on ne retient que le gagnant, malheureusement. C'est ça. Aujourd'hui, le football est devenu tellement cruel qu'on ne retient que les gagnants. Si il faut parler du beau jeu, mais il faut donner les trophées à celui qui a produit du beau jeu. On en aurait donné au Bayern. Mais pour les spectateurs que nous sommes, également pour tous ceux qui ont acheté les droits TV, il faut également un spectacle. Justement, on aimerait voir les beaux jeux en finale. On pourrait se gâter comme lors des précédentes finales où c'était pas très fermé. Mais là, il s'agit quand même de matchs parce que les finales, ça se joue sur des petits détails. Du coup, on se retrouve devant des matchs qui sont très tactiques où tous les détails sont suivis à la lettre par les joueurs. Disons, les consignes des entraîneurs sont suivies à la lettre par les joueurs. Du coup, on se retrouve devant des matchs qui sont généralement très fermés. Et ça dénature un peu le jeu. Le jeu devient un peu plus mort. Il y a très peu de déplacements. Tout est calculé, tout est calibré. Et que donc, généralement, les finales, ce sont des matchs très tactiques. On en trouve rarement d'ouverts. Ce n'est pas exclu qu'aujourd'hui, malgré l'opposition des styles, qu'on se retrouve devant un match très fermé et très tactique. Et voilà, c'est ça la conclusion de Gaëtan Varane Combi pour cette émission. C'est plateau spécial WAB Sport sur WAB Info TV. Merci beaucoup Gaëtan d'avoir brillamment participé à cette dernière émission consacrée à l'UEFA Champions League pour cette année. On se retrouve aussi cette saison, on se retrouve la saison prochaine pour débattre autour d'autres matchs, d'autres questions relatives à l'UEFA Champions League. Merci beaucoup, cher Richard, et surtout merci à tous les abonnés de WAB Info qui nous ont prêté oreille pendant tous ces temps. On est à la fin, bien sûr, de ces plateaux spéciaux consacrés à la finale, à la 70e édition de l'UEFA Champions League. Grand a été notre plaisir de vous servir tout au long de la saison, bien sûr, avec des matchs qui étaient vraiment disputés et on espère vous retrouver la saison prochaine pour d'autres aventures européennes. À très bientôt. Salut!